Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est auteure et illustratrice d'albums jeunesse, mais ne lui dites surtout pas que pour faire ce qu'elle fait, il faut avoir gardé son âme d'enfant ou adopter le regard d'un enfant. Ce qu'elle aime d'abord, c'est la peinture. Chaque illustration est construite comme un tableau, un grand format, une double page où chaque détail compte et raconte la vie, notamment de son personnage, Jacominus Gainsborough, qui revient dans son dernier œuvre, Une chose formidable, aux éditions Sarbacane. Bonjour Rebecca d'Outremer. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Et merci de m'avoir invitée. Première question sur cette aventure, Jacominus. Si je vous dis de nous raconter un souvenir ou une chose formidable dans cette aventure, vous pensez à quoi? Dans l'aventure de Jacominus, une bonne blague qui l'a fait beaucoup rire et qu'il est incapable de raconter comme moi. Je suis nulle pour raconter des blagues. Et une chose Pardon. Allez-y. Non, il sait qu'elle est bonne, mais c'est tout ce qu'il sait. Et une chose formidable de vous, de votre vie? Oh, moi j'ai eu droit à plein de choses formidables dans ma vie. Alors attendez, vous me prenez au dépourvu là. Récemment, des très belles rencontres, puisque c'est la rentrée, on est là dans les salons, on rencontre beaucoup de gens, de lecteurs, et dans la conférence théâtralisée que je donne régulièrement depuis quelque temps, les choses formidables, c'est les réactions des enfants pendant le spectacle, qui interviennent comme si on était deux dans un salon. C'est assez formidable ça. Du fond de ta mémoire, dans l'herbe Jacominus, surgit le presque rien, 0,3 fois minus. Un souffle dans ton dos, et bascule pour un tour, ce qui fit camarade ton ami de toujours. Gravé sur ta béquille, cela, Jacominus, tu n'y as pas pensé, tout effacé, motus. Surtout ne pas confondre, petit trou dans sa poche, et tes fleurs préférées, alors bleu tu t'accroches. Surgissait sans malice, la bille grain de sable, le prix de pas un clou, sans souvenir encore, ce petit rien du tout valait plus qu'un trésor, né Mobius, Sylvestris, né Mobius. Pour se plonger dans cet album, Rebecca d'Outremer, extrait de cette chanson, ce petit rien du tout qui accompagne donc ce dernier album, Une chose formidable, 4e volet des aventures de ce personnage, Jacominus Gainsborough. On va évidemment raconter qui il est, composition musicale avec Nicolas Almosny, Nils Le Tan, Nicolas Moscovici et Mathieu Tessonnière. C'est un peu la surprise de ce 4e volet, puisqu'à chaque fois que vous publiez un album sur Jacominus, vous l'accompagnez d'un dispositif différent. Là, c'est la musique et le chant, Rebecca d'Outremer. Alors c'est vrai que la série de ces livres Jacominus, qui au départ n'était pas une série, je me suis donné comme objectif de surprendre à chaque fois et de jamais faire 2 fois la même chose. Donc j'ai fait un premier album, un livre papier découpé, un livre Leporello, donc ce qu'on appelle un livre accordéon. Et cette fois-ci, avec Emmanuel Bulk, l'éditrice, on s'est dit tiens, on va proposer du son, on va faire une œuvre sonore, une pièce sonore pour accompagner le livre. Et j'ai écrit le livre en sachant qu'il y aurait du son. Et je me permets de citer Martin Saez, qui a créé la musique aussi, et qui n'avait pas cité. Et donc c'est vous qu'on entend chanter? Oui, là c'est moi, ça me fait toujours un peu bizarre. Je sors un peu quand même de mon chemin normal, mais oui. Qu'est-ce que ça a apporté à ce nouvel album, justement, de raconter une histoire, de l'imaginer, et puis ensuite de la dessiner, de la peindre, avec de la musique? Alors, c'est vrai que moi, j'adore le livre illustré et je trouve qu'on peut faire un milliard de choses, mais que des fois, le son nous manque un peu si on compare au cinéma ou au théâtre. Et par goût pour la musique et le plaisir moi j'adore la radio, j'adore les podcasts, j'adore les fictions France Culture notamment. Je les ai toutes écoutées de multiples fois. Ça m'a toujours fait envie et je peux pas dire que la musique apporte au livre parce que encore une fois, c'est le livre qui a apporté au son. Pour nous, la priorité, c'était cette pièce sonore au départ.
Donc vraiment, j'ai imaginé le livre et notamment certaines pages où il n'y a pas de texte, où je me tais. Pour le coup, le texte se tait, avec cette ambiance qu'ont créé les compositeurs pour accompagner l'image. L'image, au lieu d'être accompagnée de mots, est accompagnée de sons, de bruitages, qui vont donner des informations et amener à une lecture différente, quoi. Ce qui veut dire que la musique, c'est l'illustration. L'illustration de l'illustration. L'illustration de l'illustration, c'est ça. Un petit peu. Sachant que dans votre esprit, voilà, l'illustration, c'est souvent en fait assez péjoratif quand on dit que ça illustre. Ça veut dire que ça accompagne, c'est en plus, c'est un peu linéaire, littéraire, accessoire, voilà. Alors que là, pour vous, illustration, c'est quelque chose de tout à fait noble. C'est ce que j'essaye de faire, mais je suis pas la seule. Mais c'est vrai que je pense que l'illustration, elle va au-delà de la décoration d'un texte, et que l'intérêt d'un livre illustré, c'est d'avoir deux informations, du texte et de l'image, et que les deux combinés ensemble vont créer du sens. Les choses peuvent se contredire et n'existent pas d'un côté, les mots n'existent pas seuls, l'image n'existe pas seule, c'est les deux ensemble qui vont créer du sens. Et je me suis rendu compte tout simplement, parce que des gens sont pas toujours très convaincus, dire un livre avec des illustrations, c'est peut-être plus facile à lire, ça permet pas de développer l'imagination. En fait, c'est absurde de penser une chose pareille. Quand vous allez au cinéma, vous demandez pas aux gens d'éteindre la lumière parce que vous voulez juste entendre les dialogues. Quand vous êtes au théâtre, vous dites pas ça fait rien, fermer le rideau, je m'en fiche, j'ai pas besoin de voir les acteurs, c'est absurde. Donc dans un livre illustré, les deux se fonctionnent de la même façon. Et là, je me suis permise de rajouter une couche, en illustrant, effectivement, c'est le mot, mais avec du son, des ambiances, et donner du sens à des images qu'on observe. Et par le son, si on est attentif, on peut comprendre des choses de l'image. Parce qu'il faut prendre son temps, ça on va y revenir, mais pourquoi avoir choisi aussi de raconter vous-même? Est-ce que ça vous manquait d'être celle, pas que celle qui dessine et qui invente l'histoire, mais celle qui raconte aussi? Alors, avec Emmanuelle Bölk, l'éditrice, on a quand même réfléchi. On savait qu'on voulait raconter l'histoire, qu'on avait cette création musicale. On s'est demandé, alors, qui va raconter ? Il y a de nombreux livres illustrés qui proposent des lectures faites par des acteurs, des gens compétents pour faire des belles lectures. Ça, c'est une possibilité. Et puis, il y a ce fait d'être en lien direct avec l'auteur du texte. Et notamment, il y a moi qui écoute beaucoup de livres audio, c'est des choses qui se font pas mal. Alors, il faut juste être persuadé que c'est une valeur ajoutée d'être en lien direct avec l'auteur, parce qu'évidemment, on n'a pas les capacités d'un acteur, même si on a travaillé pour. Donc c'est autre chose, c'est une autre relation. Vous avez travaillé pour, c'est-à-dire vous avez dû prendre des cours presque de diction pour poser votre voix, pour... J'ai été accompagnée par un monsieur qui s'appelle Arnaud Guillou, et qui, lui, au départ, était chanteur d'opéra. Donc il avait l'habitude de la scène, et puis qui fait du coaching de voix, etc. Enfin bref, donc qui m'a aidé à placer un peu ma voix, mais surtout prendre le temps, savoir raconter. Et puis j'avais l'expérience aussi de ces conférences théâtralisées que je fais depuis 2-3 ans, qui est un spectacle. Voilà, le public vivant, enfin le spectacle vivant, je commence à toucher un peu la chose, donc ça m'était un peu plus familier. Mais oui, je me suis fait aider, bien sûr. Puis j'ai fait la voix italienne aussi. Je vous garantis que pour faire la voix italienne, j'ai eu besoin de beaucoup d'aide. Alors vous allez me dire si je raconte mal. Jacominus se réveille de la sieste dans ce 4e volet. Il tente de se remémorer un souvenir, une chose formidable, avec bien sûr l'aide de son ami de toujours Polycarpe. Et à chaque chose qu'il découvre, on a le droit dans votre œuvre, dans votre album, à un tableau, un album sur l'amitié, et qui pose une question: est-ce que Polycarpe est responsable de la chute il y a quelques années de Jacominus dans l'escalier? On va évidemment pas donner la réponse, mais racontez-nous qui est ce Jacominus. Comment est-ce que ce personnage vous est venu à l'esprit? Alors Jacominus, il est apparu là une première fois dans un livre qui s'appelle Les riches heures de Jacominus Gainsborough, où je racontais sa vie. Alors là, j'avais une volonté au départ simplement de raconter une vie. Je voulais parler de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Ça paraît énorme et très large. Ouais, c'est ambitieux quand même. Oui, c'est un non-thème évidemment, mais je me suis dit non, on va faire ça. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est la naissance, la mort, les bons moments, les mauvais moments, les rencontres, les attentes. Voilà. Donc j'ai créé comme ça 12 tableaux, et j'ai défini aussi un personnage à qui il arrivait des bonnes choses et des mauvaises choses, puisque c'est aussi une vie qui fait je m'appuyais sur des moments très simples et très heureux, le goût des petites choses simples et le bonheur des choses simples. Les petits bonheurs, ouais. Mais parallèlement, ce personnage a eu des ennuis, notamment il a fait une petite chute, une petite bûche, comme je dis, quand il était tout petit, et il a une patte folle, il marche avec une patte folle.
Et je voulais intégrer à une vie sereine et contemplative et belle des beaux moments, des mauvais moments, voire même des vrais ennuis et un handicap, puisqu'il marche. Jacobinus, c'est un petit bonhomme qui il boite, il a une canne toute sa vie. Mais je ne voulais pas en faire un sujet. Je ne voulais pas que le sujet de ce livre soit le handicap. Parce que c'est ce qu'on fait souvent pour les enfants. Quand on se décide à parler de handicap ou de tous les problèmes ou tous les aspects de la vie, alors c'est ça. On fait un livre, c'est ça, la maladie, la machin, et vas-y, c'est marqué sur le titre. Et mon petit, je vais te raconter un truc sur le cancer aujourd'hui. Donc c'est pas du tout ce que je voulais faire parce que je trouve que c'est pas forcément... Je sais pas, c'est pas comme ça que j'avais envie de le faire. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que les ennuis, les difficultés de la vie, elles font partie de la vie, mais elles peuvent amener aussi des belles choses, etc. Donc c'est comme ça que j'ai conçu mon personnage. Et alors je me rappelle plus du tout de votre question. En nous prenant par surprise, évidemment, dans ce livre, puisque vous l'avez dit, on est confronté presque en même temps que Jacominus à ce qui lui arrive, à ses embûches. Jacominus, qui est quand même, on l'a pas dit, un lapin. Alors pourquoi avoir choisi justement pour raconter la vie et sa vie à lui? Oui, pourquoi pas une petite fille ou un petit garçon ou un transformer en grand-père? animal. Alors je me rends compte de quelque chose. Je suis pas d'accord avec vous. Jacominus n'est pas un lapin. Ah. Lui-même ne le sait pas. Jacominus, c'est quelqu'un qui a une tête de lapin, mais il n'en a aucune notion. C'est bien de faire la nuance, parce que moi, quand je regarde, j'ai sûr votre album sous les yeux, Rebecca d'Outre-mer, et j'ai l'impression de voir un lapin. Ah, mais il n'y a pas de problème, il y a des oreilles, c'est tout doux, avec le petit nez en triangle, on voit un lapin. Oui. Mais je n'avais pas raisonné ça au début, mais je me rends compte que dans tout ce monde animalier, il n'y a que des personnages qui ont des têtes d'animaux. Aucun d'eux ne savent qu'ils ne vivent pas comme des animaux. Ils ne se posent pas la question, en fait. Et et moi, je ne le mentionne jamais, et je ne dis pas que c'est comme c'est un lapin qui préfère les carottes à la pomme de terre. C'est pas du tout le sujet. Et il y a même un des livres de Jacominus qui s'appelle Une toute petite seconde, dans lequel on voit énormément de personnages, et j'ai simplement inversé les têtes des humains et des animaux, et tous les animaux ont des têtes humaines. Mais alors, c'est juste un code graphique, en fait. Mais si c'est pas important que ce soit un lapin et qu'en fait c'est un humain avec une tête de lapin, pourquoi en fait la tête de lapin? Est-ce que c'était un défi artistique? Est-ce que c'était pour attirer plus facilement les enfants? Écoutez, franchement, oui, c'est très fourbe. Ça me permettait de faire un livre, notamment dans ce premier livre des Riches de Jacominus. Effectivement, vous avez la couverture avec un petit lapin tout doux, très mignon, etc. Et je voulais que les gens voyant le livre et la réflexion, oh, qu'il est gentil, qu'il est joli, le petit lapin, et je l'ai constaté, les enfants mettent la main sur la couverture, mais tout à l'heure, quelqu'un est rentré dans le studio et a caressé la couverture. Mais ça n'était pas un enfant. Hein. Non, mais je préfère le signaler. Tout le monde caresse ce petit lapin, etc. Ce qui me permet d'inviter les gens dans ce monde qui n'est pas que lapinesque, justement, qui me permet d'aborder des sujets plus graves, mais pas seulement, et plus gais. C'est là où est la fourberie, c'est le moment où en fait vous attrapez les gens et puis après vous leur mettez vous abordez des sujets graves et lourds. Je peux parler de la vie telle qu'elle est vraiment et de mélanger les bons et les mauvais moments, et avec cette entrée dans ce monde animalier qui est peut-être plus doux a priori. Si effectivement j'avais eu le visage d'un petit garçon, d'une petite fille, alors d'abord, deuxième mauvaise mais très bonne raison pour moi de faire des lapins, c'est que c'est beaucoup plus facile de dessiner des animaux que des êtres humains. Vous avez beaucoup plus de chances de vous tromper quand vous dessinez des êtres humains. Et puis il faut faire des choix, et puis c'est moins rigolo. Les lapins, les animaux, ils ont des oreilles, des becs, des cornes, des écailles, des plumes, tout ce que vous voulez. Donc graphiquement, c'est plus riche, c'est vraiment plus rigolo, quoi. Les êtres humains, vous mettez un tout petit peu un œil de travers, c'est plus du tout un être humain, c'est un drôle de truc. Les lapins, on ne sait pas très bien comment c'est fichu, en fait. Donc, il y a plein de... On a une idée du lapin, un peu si c'est doux, il y a voilà. Mais donc, il y a plusieurs raisons qui ne sont pas des raisons très... qui sont des raisons techniques, en fait, mais qui permettent d'inviter les gens, puis de créer cette espèce de petit monde parallèle où on peut aborder tous les sujets graves et en même temps, c'est un petit peu plus loin de nous. Donc, je ne sais pas. Ça fonctionne assez bien, je dois dire. Je ne suis pas la première à l'avoir fait.
Rebecca Outremer, vous êtes donc fourbe, on l'a compris, mais surtout bienveillante, puisque vous nous prenez par la main dès la première page de votre album. Toi qui tiens ce livre dans tes mains, vous vous adressez directement au lecteur et à la lectrice, et puis vous jouez avec le temps et vous essayez aussi de nous piéger dans ces illustrations, parce qu'on l'a dit, le format est quelque chose de très important pour vous, et dans ces derniers livres, on remonte le temps avec l'idée de ces souvenirs que recherche Jacominus. Et à chaque fois, ce temps est très important. Vous voulez qu'on prenne le temps de lire chacun de vos albums, chaque page presque de votre album. Alors c'est pareil, j'ai toujours des très mauvaises raisons de faire les choses. J'aime bien piéger les gens une fois de plus, mais moi je passe beaucoup de temps à faire mes illustrations. Je travaille à la main, sur du papier. C'est du dessin à la gouache. C'est une peinture qui ne permet pas d'erreur. La lumière vient du blanc du papier, je ne peux pas revenir en arrière, etc. Bref. Donc je dois beaucoup préparer mon travail, etc. J'adore ça. Ce sont des très bons moments de travail. Mais je consacre des heures et des heures pour faire une seule page. Et j'aime bien que les gens m'accordent un peu plus que 2 secondes et de feuilleter les pages à toute vitesse. Donc vous voulez les captiver? Un petit peu, ouais. De les faire tomber dans un... Comme moi, j'aimais quand j'étais enfant, quand je regardais les tableaux de Bruegel ou des tableaux comme ça très fouillés, de Bosch, des choses comme ça. J'adorais plonger dans une image et j'ai envie de les piéger de la même façon. Peut-être le seul artiste du Nord qui est la Renaissance, c'est au XVIe siècle, c'est Bruegel le Vieux. Vous me direz pourtant, c'est un peintre qui est bien dans la lignée flamande. Il peint des kermesses, il peint des beuveries, il peint les proverbes populaires, certes, mais il a été en Italie. Et ce qu'il en a ramené, parce qu'il est très profond, et alors quand il peindra des kermesses, quand il peindra les proverbes populaires, c'est toujours avec la pensée d'un humanisme tel que Erasme, son grand contemporain, l'avait réalisé dans la pensée intellectuelle des hommes du Nord. La beauté du réel s'exprime par les formes. Mais en même temps, l'artiste doit améliorer les données déjà fort belles du monde par sa pensée, mais sa pensée rationnelle. Et cela encore, c'est humaniste, car ce que l'homme ajoute à l'univers, c'est non seulement sa sensibilité réceptive, qui le fait ouvert au réel, mais c'est également sa pensée qui n'appartient qu'à lui. L'historien René Huyghe, en 1973, à propos donc de la peinture de la Renaissance de Bruegel dont vous parliez il y a quelques instants, archive de l'émission L'Art Vivant sur France Culture. C'est vrai que quand on imagine Bruegel et qu'on voit ce que vous proposez dans vos œuvres, dans vos albums, on voit une correspondance presque évidente d'aller chercher chaque détail, de se plonger longuement dans ces peintures. Moi, j'appelle vos planches, je ne sais pas comment vous les appelez, moi je les appelle des peintures. De toute façon, c'est de la peinture. Alors, la référence à Bruegel, je dis ça très humblement, évidemment, la comparaison est un peu lourde pour moi, mais... c'est vrai que dans le fond, moi je sais qu'enfant, sans avoir aucune connaissance d'histoire de l'art et de théorie sur quoi que ce soit, j'aimais regarder ces scènes de kermesse, etc. Parce que, comme dit le monsieur, énormément de personnages qui ont le rôle central dans la composition, mais pas seulement, aussi des tas de vies qui se passent derrière les arbres, dans les maisons, à travers les fenêtres. On voit ce qui se passe et il y a un regard sur l'humanité qui est très plein de compassion, et très modestement, moi, même si mes personnages ont des têtes d'animaux, j'essaye d'organiser mes images comme ça, oui. Vous avez parlé tout à l'heure, Rebecca d'Outremer, du temps que vous mettiez à composer, à dessiner, à peindre, en fait, donc vos peintures, du temps de lecture aussi que ça impliquait. Les peintures de Bruegel, effectivement, ça fourmille de détails. On pourrait passer des heures à les regarder. Et dans vos ouvrages, vous parlez essentiellement du temps. Donc le temps qui passe, les souvenirs. Midi pile, c'est donc Jacominus qui attend sa douce. Qu'est-ce qu'il y a avec le temps, en fait, qui vous fascine et que l'illustration peut peut-être plus révéler qu'un texte seul? Alors c'est vrai que la série, sans que je l'ai
théorisée au départ, à chaque fois, elle a un lien avec le temps. Le premier, c'est toute une vie. Ensuite, il y a un rendez-vous avec une attente et une impatience. Une toute petite seconde, c'est 100 destins croisés à la même seconde. Et ce dernier, une chose formidable, c'est sur le souvenir. Les deux personnages remontent le temps pour essayer de retrouver cette chose formidable. Mais je me rends compte que c'est venu assez sans l'avoir réfléchi auparavant. Mais je me rends compte cependant que de quoi voulez-vous qu'on parle d'autre que du temps en fait? Toutes les histoires s'inscrivent dans le temps. Non, mais c'est le sujet, le grand sujet. Le support, la condition, c'est ça. Voilà, on inscrit forcément les histoires dans le temps et le regret et l'attente et l'espoir et le désespoir, ça font partie de toutes les histoires. Donc derrière tout ça, il y a du temps. Mais alors, comment ça vous vient à l'esprit, cette manière de le formaliser, ce questionnement sur le temps? C'est pour ça que je vous pose la question sur l'illustration. Comment l'illustration permet mieux de révéler? On pourrait citer Marcel Proust sur La recherche du temps perdu, où ça n'est qu'une question aussi de temps, d'attente, de déception, d'espoir, de souvenir, de Madeleine. Là, par le dessin, qu'est-ce qu'il y a la peinture de plus que ça puisse révéler de ce temps qui s'étire, qui parfois va trop vite, qui parfois qu'on regrette? Je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question. Il faut considérer que le livre illustré, encore une fois, c'est exactement comme une pièce de théâtre. Vous allez lire des mots, vous allez avoir des informations dans le texte qui vont concerner l'image, et vous allez regarder l'image sachant que les personnages sont ceci ou cela, ou ont fait ceci ou cela, et votre vision de l'image va changer en fonction de ce que vous savez de cette image. Donc ça fonctionne de la même façon si vous parlez du temps. Et en plus, c'est comme une mise en scène au théâtre. Dans mes images, je peux évoquer le temps passé par des couleurs, des lumières, des objets, un style d'objet, un style de vêtements. C'est exactement comme au théâtre. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour parler du temps comme pour parler de tout, en fait. Sauf que par exemple dans Midi Pile, qui je dois dire est quand même un album qui est extraordinaire, qui fonctionne en fait par des découpages. Jacominus attend sa douce et donc à chaque page qui passe, l'illustration est découpée. Peut-être que vous allez mieux le décrire que moi, Rebecca, parce que c'est vraiment assez pas facile à dire. Vous avez plus l'habitude que moi. Oui, alors c'est vrai que je comprends, vous voulez dire, tous ces livres sont différents, de formes différentes. Ouais. C'était un parti que j'ai pris dès le départ, de ne pas faire deux fois la même chose. Dans le livre Midi Pile, c'est un livre, certes, parce que vous tournez les pages, mais en fait, vous traversez le livre. Il y a toute l'épaisseur du livre, et c'est un gros livre très épais, qui est creusé, et toutes les pages fonctionnent comme des décors de théâtre plats, qui sont mis les uns sur les autres, et au fur et à mesure que vous tournez les pages, vous allez avancer dans le décor, et vous allez traverser l'espace du livre, et partir du point A, la première page, au point B, qui est l'arrivée et le lieu de rendez-vous, au fond du livre. Donc c'est vrai que c'est un livre qui fonctionne un peu différemment, mais peut-être c'est une idée extraordinaire. Comment vous l'avez eue? Mais en fait, des fois, les choses se font à l'envers. J'ai envie de faire un certain type d'objet, comme par exemple ce livre en papier découpé, et je me dis qu'est-ce que je peux raconter pour me servir de cet objet? Qu'est-ce qui justifierait que je traverse un livre? C'est un avancé, c'est un rendez-vous, donc c'est un Midi Pile, donc c'est Jacominus, etc. Pour la petite seconde, un livre accordéon, j'ai une seule image. Qu'est-ce que je peux raconter en une image? C'est pas beaucoup une image pour raconter. Donc ça veut dire que c'est un temps arrêté, donc c'est une seconde. Qu'est-ce qui se passe en une seconde? Ce qui est intéressant, c'est de croiser les destins, etc. Donc je vais un peu vite là, mais des fois je déduis les histoires de ma forme et je ne vais pas forcément donner la forme à une histoire que j'ai préconçue. C'est le cheminement inverse. Midi Pile, ça me fait penser aussi à une forme de caméra embarquée, un peu de cinéma, de scénario. Alors rentrons dans votre atelier, comment ça fonctionne? D'abord, un texte que vous avez écrit ou pas, et ensuite vous vous mettez à dessiner, c'est ça? Alors pas vraiment, du coup, parce que comme je vous le dis, j'essaye de savoir quel objet, qu'est-ce que je vais partager en fait avec les lecteurs et avec l'éditeur, et qu'est-ce qu'on va fabriquer, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir renouveler aussi, parce que moi on s'ennuie très vite, donc j'aime bien que ça change, qu'il y ait un nouveau challenge. Comme par exemple pour Une chose formidable, je me suis dit je veux qu'il y ait du son. Donc, je vais écrire une histoire en fonction de la forme, encore une fois. Et donc, je vais devoir imaginer mentalement le visuel pour pouvoir écrire. Ça ne veut pas dire que je fais les images avant, mais j'ai besoin de savoir comment je vais illustrer mon texte avant de l'écrire. Et après, les deux choses se combinent ensemble. C'est un pas en avant à droite, un pas en avant avec l'image,
pour une chose formidable, je savais que je voulais du son, donc je me suis dit, il faut que je me taise, il faut que le son accompagne l'image pour l'enrichir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je me suis dit, tiens, le son d'un souvenir, qu'est-ce que c'est le son d'un souvenir? J'ai pensé à ça. Donc je me suis mis à écrire une histoire sur le souvenir. Voilà, le bruitage. Qu'est-ce que ça évoque, des craquements de feuilles, du vent, de la pluie, c'est du Le parquet dans une maison. Voilà, c'est du souvenir, donc j'ai eu envie d'écrire sur le souvenir. Ça se passe plutôt dans ce sens-là. Et peut-être que c'est un petit peu mystérieux pour vous, mais ces idées de forme qui priment, comment elles peuvent vous venir? C'est-à-dire que l'idée de traverser un livre, je ne suis pas illustratrice, mais comment ça vous est venu? Alors, on n'invente jamais complètement rien. J'avais déjà fait une première expérience d'un livre que j'avais traversé, mais j'avais pas mis d'histoire au service de ce livre-là. J'avais fait un livre qui s'appelait Le petit théâtre de Rebecca. J'avais simplement creusé dans l'épaisseur d'un livre. Déjà, l'objet était très intéressant. Et je me suis dit, c'est trop dommage, il faut raconter une histoire. Il faut que je justifie ma traversée du bouquin. Et alors, je peux vous donner une référence qui est très belle. C'est un livre qui s'appelle Your House, je crois, d'un artiste qui s'appelle Olafur Eliasson, et qui, lui, a créé un livre qui n'est pas du tout disponible au grand public, enfin dans les librairies, où il a creusé entièrement l'épaisseur de sa maison. C'est un livre tout blanc, il n'y a pas d'histoire, c'est très différent. Et un jour, j'ai vu ça, et je me suis dit, ah, c'est génial d'utiliser le livre comme espace théâtral. Voilà, donc j'ai piqué l'idée en gros. Fourbe, plagiaire. Ah non, mais c'est une catastrophe. C'est un beau portrait de vous qu'on fait aujourd'hui, Rebecca d'Outremer. On disait que vous nous guidiez par la main dès les premières lignes. Est-ce que vous guidez aussi notre œil? Alors là, clairement, dans Midi Pile, on va tout droit, on fonce, on traverse le livre, mais est-ce que aussi, à la manière du cinéma, peut-être, vous, avec les lumières dont vous parliez, vous arrivez à guider l'œil de celui qui lit dans ces panneaux qui sont très grands, hein, si on pense la petite seconde. La petite seconde au Leporello, c'est presque 3 mètres de largeur. Alors oui, j'essaye bien sûr, mais peut-être un exemple plus facile à comprendre, c'est dans Une chose formidable. Donc il y a le souvenir qui va surgir dans la tête des deux protagonistes, puis finalement ils vont... Alors au début c'est un peu flou, ils sont perdus dans leur mémoire, puis finalement ils se souviennent plus justement de ce qui s'est passé. Donc j'ai une image qui est un peu triturée, manipulée, exactement comme si l'image était floue, par exemple, au cinéma, ou si il y avait une distorsion dans l'objectif, et puis tout d'un coup, l'image devient nette. Et vous avez donc la version floue de la mémoire et la version nette. Donc c'est un procédé, c'est photographique et cinématographique, en fait. On est en train de regarder en même temps dans Une chose formidable, on constate, on vérifie. On prend notre temps. On vérifie ce que j'ai dit. Et on regarde, évidemment. Les bons livres d'enfants, c'est des livres où vraiment on tourne les pages. Hein. C'est des choses très simples, comme ça, c'est une histoire. Ça tient beaucoup plus de la comédie, si vous voulez. Parce que, au fond, le dessin, il est là un petit peu pour faire, vous savez, l'accent du conteur. Le conteur est pas là. Essayez de lire un conte de Perrault ou de l'entendre par Galabru ou quelqu'un comme ça, c'est tout à fait... On imagine dans les veillées, ça devait être formidable. C'est pas fait tellement pour être lu, c'est fait vraiment pour être raconté. Bon, eh bien le dessin, à mon avis, dans le livre d'enfant, le bon livre d'enfant, c'est un livre justement où on sent ce côté raconté. Enfin, c'est loin de l'image complètement construite, pure, qui fait rêver, devant lequel on peut se poster. Nous aussi, on se plonge dans les souvenirs de France Culture avec cette archive de Philippe Dumas en 1989 dans Photoportrait. Philippe Dumas, c'est une référence pour vous? Comment vous... Alors franchement, oui, j'adorais, je lisais Delphine et Marinette, donc Marcel Aimé, illustré par Philippe Dumas. Mais vous ne connaissiez pas sa voix? Non, je connaissais pas sa voix. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, mais j'adorais Philippe Dumas. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, mais parce que après lui, je pense qu'il travaille encore. J'espère que je dis pas de bêtises. On ne sait pas. Mais là, c'est vrai que les livres pour enfants maintenant, en France, on a des propositions énormes, enfin très variées, très riches. Les éditeurs proposent des catalogues vraiment très 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 riches. Donc on est allé plus loin que simplement l'illustration qui va être la voix du texte, etc. Il y a 1000 possibilités. Encore une fois, je vais répéter la même chose, mais c'est exactement comme au théâtre. Vous pouvez faire des pièces classiques, vous pouvez pousser des cris en traversant la scène tout nu et en récitant du Flaubert. J'en sais rien. Vous pouvez imaginer des associations images-texte complètement folles et qui vont créer du sens dans tous les sens. Donc je pense que maintenant le livre pour enfants et le livre illustré en général, c'est
plus riche que tout ça. C'est un peu un piège de vous mettre une archive de 1989, puisqu'évidemment ça a beaucoup évolué. Mais qu'est-ce qui a évolué vraiment? Mais justement, oui, peut-être d'abord sur quand est-ce que vous avez dit, vous vous êtes dit, je veux faire ce métier-là, et qu'est-ce que ça représentait à l'époque? Parce que si on repense aux illustrations de Philippe Dumas, c'est pas évidemment la même chose que ce que vous faites vous aujourd'hui. Alors, je ne veux pas parler, je connais pas toute l'œuvre de Philippe Dumas, etc. Mais moi, les livres que j'avais enfant illustrés par lui, par exemple, c'était alors Delphine et Marinette rencontrent la petite vache, et qu'est-ce qu'on voit? Delphine et Marinette qui rencontrent la petite vache, et ça n'allait pas plus loin. Il a peut-être fait autre chose. Hein. Mais aujourd'hui, on s'amuse encore une fois avec la combinaison des deux. On contredit, l'image peut contredire le texte. On peut jouer. Il y a une vraie mise en scène, si vous voulez. On joue avec le tourne-page. On surprend. Il y a de la punchline, il y a de la punch image, c'est très mal dit, mais voilà. Donc, l'image choc. Oui, et puis on est allé au-delà, si vous voulez, de l'illustration décorative, ou simplement qui paraphrase le texte, ou qui aide, comme j'entendais récemment, dans un discours de mère très sage, qui disait oui, l'illustration permet à l'enfant de s'approprier le livre, de rentrer dans le livre. J'espère que c'est plus que ça. Enfin, je pense qu'on peut faire plus que ça. Que c'est pas juste une aide pour rentrer dans un texte, une sorte un accès. Non, j'espère qu'aujourd'hui, et je suis sûre qu'il y a plein d'auteurs qui ont compris et qui font des propositions beaucoup plus riches que ça. C'est bien aussi d'avoir un très joli livre bien illustré, attention, hein, mais il y a plusieurs palettes, quoi. Il y a plusieurs. C'est un matériau, image, texte associé, exactement comme au cinéma ou au théâtre, encore une fois. Mais est-ce que justement l'erreur ne vient pas de cette définition, de cette idée de ce qu'on a de la littérature jeunesse, de la littérature pour l'enfant qui devrait être facile, lisible, avec un texte, une image qui illustre? Est-ce qu'il y a une mésentente là-dessus? Les choses évoluent aussi un petit peu, mais c'est-à-dire que l'enfant aussi, on veut toujours lui refourguer un livre pour qu'il apprenne quelque chose, quoi. On a déjà eu du mal à se dire, déjà, le vrai le divertissement intelligent, hein, mais est possible, et longtemps on a eu l'image du livre illustré comme un moindre livre, quoi. Tu ne sais pas encore lire, donc tu peux avoir des images. Maintenant que tu sais lire, tu n'as plus besoin d'images. Mais je pense qu'il faut autant d'intelligence pour lire une image que pour lire du texte, si le livre est bien fait. Mais enfin, il y a aussi des très mauvais livres que de texte. Hein, de toute façon, oui, ça ne change rien, quel que soit le code d'expression. Les gens s'expriment plus ou moins bien, et il y a plus ou moins d'intérêt à les écouter. Donc maintenant, je pense que le code texte et image, c'est un code en part entière, ensemble. Mais est-ce que vous vous définissez vraiment, vous, comme une auteure pour les enfants? Moi, par exemple, Midi Pile, je le présente à ma fille de 5 ans. J'ai peur qu'elle fasse pas attention à vos si beaux découpages, qu'elle prenne pas le temps, comme j'aimerais qu'elle prenne, de regarder l'image en détail. Alors, je reconnais que très égoïstement, je fais des livres pour les gens en général. Voilà, c'est ça. Les gens qui veulent bien ouvrir le livre. Et le fait est que je le vois bien quand j'ai des séances de dédicaces ou dans les salons, etc. Très franchement, il y a énormément d'adultes qui s'intéressent à mes livres à moi, mais de façon générale aux livres illustrés. Mais on continue à les ranger dans le rayon enfance, dans les librairies. Mais il y a un vrai intérêt de plus en plus de gens pour l'illustration, pour le livre illustré, le livre d'images. Et les livres d'images dits pour les enfants sont aussi pour les adultes, évidemment. Moi, je reçois des courriers j'ai des retours de gens de tout âge, mais quand même aussi d'enfants, heureusement. Mais ils ont quel âge alors? Alors, c'est vrai que je m'adresse pas aux tout petits, et le livre Midi Pile dont vous parlez, de fait, est très fragile. Mais la fragilité de ce livre, si je dois en reparler, il fait partie du texte. C'est un livre sur l'attente. C'est un rendez-vous. Jacominus attend son rendez-vous, et au fur et à mesure que vous tournez les pages, vous allez avancer au lieu de rendez-vous. Mais vous êtes obligé de faire très doucement pour pas abîmer le livre. Donc le rendez-vous est retardé, si vous voulez. Donc ça fait partie de la fragilité de l'histoire. Les enfants peuvent foutre en l'air complètement le livre en déchirant tout, mais très franchement, dans les librairies, j'ai vu des dames d'un certain âge, bien plus âgées que moi, qui faisaient la même chose. Donc, de toute façon, entre les enfants et les adultes, si vous n'êtes pas soigneux, oui, vous allez abîmer ce livre, mais... Donc les enfants et les adultes ont les mêmes mains et les mêmes yeux, c'est aussi ça que vous nous dites. C'est-à-dire que vous ne dessinez pas pour les enfants ou pour les adultes, vous dessinez, et ensuite c'est quoi? C'est l'interprétation de chacun en fonction de notre âge, de notre expérience, de ce qu'on a déjà vu de vous, qui nous permet d'aller chercher dans une image ce qu'on veut.
Mais oui, mais de même que les adultes sont différents, ils vont avoir un intérêt différent pour tel ou tel univers, les enfants aussi, ils sont pas tous stéréotypés à aimer que des histoires de lapins ou voilà, les enfants. Moi, j'ai souvenir d'avoir eu des goûts enfants pour des histoires très adultes. J'aimais bien ne pas tout comprendre, j'aimais bien les histoires sombres, mais c'est pas le cas de tous les enfants. Il y a des enfants qui sont peut-être plus craintifs, qui ont besoin d'être plus rassurés, etc. Bon, c'était pas mon cas. Moi, j'adorais les histoires d'adultes quand j'étais enfant. C'est pour ça aussi que j'ai inséré dans ma vie de Jacobinus des petites allusions à des histoires d'adultes. Il y a un enterrement, il y a des choses comme ça qui se passent. On comprend pas bien ce que ça veut dire, la mort, qu'est-ce que c'est. Mais je sais que ça me passionnait, moi, enfant. Et je l'ai constaté en librairie, dans une maman qui était venue me voir en librairie en me disant ma petite fille, qui avait 5 ans, sa page préférée dans les Riches Georges Jacobinus Gainsborough, c'était la page de l'enterrement. Et elle voulait toujours revenir à cette page, parce que ça l'intrigue, elle comprenait. Donc je sais qu'il y a cet intérêt pour les enfants. On ne peut pas tout lisser pour eux. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? On est il y a un excès d'images. Beaucoup d'illustrations qui viennent dans la presse, mais aussi sur Instagram. C'est pas seulement des photos, voilà, sur les écrans. Là, est-ce que, voilà, comment faire sa place dans ce monde d'images? Est-ce que, à travers vos images, je sais que tout à l'heure, Rebecca d'Outremer vous avez dit, on n'en peut plus de dire que il faut à tout prix que les enfants apprennent quelque chose à travers un livre, mais néanmoins, il y a quand même un apprentissage de l'image chez vous qui permet peut-être de distinguer, voilà, ce que c'est qu'une belle image d'une image qu'on pourrait voir sans s'y arrêter. Oh là là, moi, il y a un moment où je m'arrête, je vais faire ce que je sais faire. Et puis, c'est pas à moi de décréter que ceci est une belle image, ceci n'en est pas une. Je sais quelles sont les images qui me semblent belles à moi. Et puis, je fais aussi ce dont je suis capable. Il y a des très belles images que je ne suis pas capable de faire. Donc, je me dis que c'est ce que je dis en tout cas dans l'introduction de mes livres pour les plus petits. Je dis, tu vas peut-être pas tout comprendre, tu vas peut-être pas tout voir, mais c'est pas grave. D'abord, c'est pas grave. On n'est pas obligé de tout comprendre, et même en tant qu'adulte, il y a des mots qui nous échappent, des phrases qui nous échappent. Et alors ? D'abord, on peut relire, on peut comprendre 10 ans après. Et c'est mon espoir, ma prétention personnelle, c'est que ces livres peuvent apporter quelque chose à un moment à l'enfant de 5 ans, et que 2 ans après, s'il n'a pas jeté le livre ou qu'il n'est pas passé à Netflix, eh ben, il me relira et il découvrira autre chose. On peut faire les deux d'ailleurs. On peut passer à Netflix et continuer à lire. Oui, ça n'empêche pas. Oui, c'est ça. Souvenez-vous-en. Et c'est là que le piège se referme. Donc, une fois qu'on a ouvert un de vos albums, on est obligé, en quelque sorte, de s'y replonger pour re-regarder toutes ces images. Merci beaucoup, Rebecca d'Outremer, d'être venue dans les Midis de Culture. Je rappelle la parution de ce 4e album des aventures de Jacobinus Gainsborough. Son titre, Une chose formidable, aux éditions Sarbacane. Et ce 4e volet, on l'a dit, mais on le répète, est accompagné d'un CD à écouter où vous racontez cette histoire au son d'une composition musicale originale. Nous aussi, on aime bien la musique dans les Midis de Culture, et donc le moment est venu pour vous, si vous êtes d'accord, Rebecca d'Outremer, de faire un choix musical. Vous avez le choix entre une chanson sur les billes ou sur les pommes. Allez, les billes. Ceux qui n'iront pas à la mort, ceux qui s'endorment dans les ports, qualité d'étranges éternels, un jour ils replieront leurs ailes, de par deux ils s'enfonceront, de par des sous les pieds tapants, pour crever les yeux, les pupilles, dans le grand paradis des billes. Ceux qui s'endorment sur la belle, ceux qui les jouent de rouge à lèvres, oublient de présenter la chair, oublient de mouler les cheveux, et même malgré la tristesse des grands regards qui les blessent, au milieu du verre d'une bille, les garçons regrettent les filles, celles qui ont fait sonner les cloches, celles qui ravivent la belle époque, oublient de rapiécer la robe, oublie de mouler les cheveux. Adieu à vous les femmes jalouses, vous que j'aurais pris pour épouse, la bouche et les yeux déchirés par les amants dépossédés. Le paradis des billes, signé Pierre Lapointe. Merci infiniment, Rebecca d'Outremer, d'être venue dans les Midis de Culture. Merci à vous. Une émission préparée comme tous les jours par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. La réalisation ce midi, c'est Margot Page, et à la prise de son, Lucas Finet. À demain, Géraldine. À demain, Nicolas.